Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut Causer. De nouveau ce soir, nous vous accueillons avec plaisir. Ce soir, nous parlons une fois de plus d'un sujet assez intime. Nous parlons des familles recomposées. En effet, en Martinique, selon l'INSEE, c'est un enfant sur 5 qui grandit, qui est éduqué dans une famille recomposée. Alors les familles recomposées, on en connaît dans nos quartiers, dans nos fêtes de famille. Il s'agit au préalable d'un premier foyer, d'un couple qui se sépare ou qui divorce et de nouveau qui recompose une famille d'enfants venus d'un foyer précédent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de famille recomposée réussie ou pas? Parce que quand on parle de famille recomposée, il ne s'agit pas seulement de deux personnes, on ne parle pas seulement d'un couple ou d'une histoire d'amour, on parle de logistique, on parle de mémoire, on parle de place. Alors, comment faire pour aimer, pour éduquer, pour trouver ses marques en tant que beaux-parents quand tout ne va pas de soi? Avec nos invités, nous en parlons tout de suite. C'est parti. Merci à vous d'être avec nous. Bonsoir à vous quatre et merci d'être là. Alors, je me tourne vers chacun d'entre vous. Vous êtes maintenant, chers Itata, un peu habitués avec le fonctionnement de Faut Causer. Nous qu'à causer, nous qu'à parler. Alors, on va commencer avec vous, Widmina Plezim. Bonsoir à vous, madame, mademoiselle. On ne dit plus mademoiselle aujourd'hui, mais en tout cas, vous êtes jeune adulte et vous avez accepté de participer à cette émission et avez répondu favorablement à mon appel à témoins. Et vous dites un certain nombre de choses pour vous présenter. Vous qui avez grandi dans une famille recomposée, vous dites « Grandir dans une famille recomposée m'a appris que l'amour peut prendre plusieurs formes ». Vous dites aussi « On peut ressentir une différence par contre entre les enfants, mais avec du dialogue, on peut reconstruire un équilibre ». Est-ce que vous confirmez ce que vous avez vous-même dit dans ces propos ce soir devant nos Itata? Oui, je confirme tout à fait. C'est vrai, quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop, on a souvent l'impression qu'une famille, un enfant, ils doivent être issus, on va dire naturellement, biologiquement, que je ne peux pas être adoptée ou parce que ce n'est pas mon père biologique, il ne peut pas me considérer comme sa fille. Et effectivement, moi, dans mon cas, je suis issue d'une famille recomposée, pardon. Je suis l'enfant biologique de mon père. Mon père a refait sa vie avec une nouvelle femme en Martinique qui, par la suite, ils ont eu des enfants ensemble. Mais je ne suis pas née de cette union, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'après il a fallu beaucoup de communication pour trouver ma place, pour trouver notre place, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs sont nés. Moi, à un moment, je sentais que du coup, je n'étais pas la fille de ma belle-mère. Et vous viviez avec eux? Oui. Sous le même toit? Exactement. D'accord. Exactement. Et vous avez senti la différence? Oui. Et on a parlé, on a pu, comme je vous ai dit, trouver notre place chacune. D'accord. Elle en tant que belle-mère et vous en tant que belle-fille. Vous nous direz de quelle manière ce processus-là s'est fait. Merci à vous. Et je me tourne vers vous, Monsieur Philibert Bristol. Bonsoir. Vous êtes un habitué maintenant de Faut Causer. Nos téléspectateurs, nos Itata vous connaissent. Merci d'être de nouveau avec nous. Donc vous, par contre, Monsieur Bristol, ce soir, vous êtes là en tant que père de famille. Vous êtes là alors, pour vous représenter si besoin est. Vous avez 58 ans. Vous êtes un agent de la CTM actuellement. Et donc, vous êtes aussi, vous intervenez ce soir en tant que membre d'une famille recomposée. Oui, en fait, je suis marié et la femme avec qui je suis marié avait des enfants et moi aussi j'avais des enfants, donc nous avons tous les deux formé un couple tout en tenant compte et en donnant la place qu'il faut aux enfants de part et d'autre. C'est ça. Ce qui fait que je peux dire que c'est faisable et c'est réalisable. Et que c'est quelque chose de positif. Et je me sens très, très, très bien dans cette famille où je n'ai pas l'impression d'être une famille recomposée. J'ai l'impression que ces enfants, ce sont mes enfants. D'ailleurs, ils me considèrent comme leur père, ils m'appellent papa. Félicitations. Bravo, remarquable. C'est bien de partager. C'est d'ailleurs pourquoi cet espace qu'est Faut Causer est un espace d'échange et de parole pour aider nos téléspectateurs qui sont dans le même cas de figure ou encore qui recherchent à l'être. Alors, merci d'être là. Je me tourne vers vous, Monsieur Séverina Martin. Merci à vous d'être là. Alors, pour vous présenter à nos Itata, vous êtes retraité de la gendarmerie, issu d'une fratrie de 11 enfants. Oui, votre père et votre mère ont été mariés pendant plus de 50 ans avant que la mort ne les sépare. Vous êtes vous-même marié et père aussi, vous, d'une belle fratrie de 6 enfants. Vous ne connaissez donc pas ce qu'est une famille recomposée et vous émettez donc des doutes sur le succès des familles recomposées. Plus ou moins. Alors, dites-nous. C'est peut-être au cours de ma carrière, j'ai connu beaucoup, enfin,
la situation des familles recomposées. Recomposées, comme j'ai dit, souvent, c'est l'homme arrive avec ses enfants dans un foyer et rencontre une femme avec des enfants dans un autre foyer. Finalement, bon, il y a l'échange entre ces enfants, cette rencontre entre des enfants qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du même père ni de même mère. Et souvent, c'est là qu'il faut savoir coordonner les choses. Il faut une belle entente entre la femme et l'homme. Et ne pas trop se laisser submerger, dépasser par soit les enfants de la femme, soit les enfants de l'homme. Il faut arriver à, comme on dit, souvent on parle de gérer le tout, gérer l'ensemble, faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie entre ces enfants-là qui ne se connaissaient pas avant. Et qui ont des parents qui ont voulu les faire se rencontrer. Ou encore, comme dans le cas de figure de Widmina ici, quand d'autres enfants naissent dans ce, dans ce nouveau couple. Justement, on en parle dans un instant. Je me tourne vers vous, Aline Populo. Alors, merci à vous également d'être là. Vous êtes donc psychopraticienne, autrement dit thérapeute, et vous avez créé Bicom. Donc, Bicom est un cabinet de conseil en stratégie de vie qui accompagne les couples, les familles et les individus. Alors, dans le cas de figure de notre émission ce soir, famille recomposée, y a-t-il un mode d'emploi? J'ai envie de vous la poser à vous, cette question. Avec les échanges que vous avez avec vos clients, y a-t-il un mode d'emploi? Alors, oui et non. Alors, être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Dans une famille recomposée, il y a encore moins ce mode d'emploi. Mais en même temps, il y a quand même un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est qu'il faut que tout le monde trouve sa place. Voilà. En fait, il y a des prérequis de base dont il faut être conscient pour pouvoir y travailler. Tout simplement, que tout le monde trouve sa place, trouve son utilité, et puis c'est surtout trouver sa place et se sentir accepté comme il est et sans condition. La seule condition, effectivement, qui doit tenir, c'est que le foyer fonctionne dans l'harmonie et non pas dans une forme sans préférence, sans colère, sans rancune, voilà. Donc le prérequis de base, c'est l'équilibre. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, mais en même temps, il y en a un. Et si ce mode d'emploi devait porter un titre, ce serait l'équilibre. L'équilibre, d'accord. Très bien. Alors, en parlant d'équilibre, Widmina, on se tourne tout de suite vers vous. Quand vous avez rencontré cette nouvelle femme qui est rentrée dans la vie de votre père, comment avez-vous vécu? Est-ce que vous l'avez vécu comme une intrusion? Comment avez-vous vécu cette nouvelle personne? Alors, pour une petite information, je suis née en Haïti, j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 7 ans, et il n'y a pas eu de transition. J'ai dû venir en Martinique, et du coup, mon père avait déjà fait sa vie avec cette femme, et arrivé, on me dit, du coup, il m'informe que du coup, c'est sa nouvelle compagne, et que je vais devoir m'y habituer. Il n'y avait pas eu il me la présente, ou je n'en avais jamais entendu parler, et du coup, le jour même, on a dû aller habiter. C'était très compliqué parce que du coup, je venais de laisser ma mère, je venais de laisser mon pays, toute une culture, on va dire la moitié de mon enfance. Et maintenant, je suis dans un nouveau pays avec une femme que je ne connais pas et qui avait déjà un enfant avec mon père dont je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai aussi une petite sœur d'une autre mère qui est en Haïti. Donc, ça ne s'est pas très bien passé au début. J'étais vraiment très renfermée sur moi-même, et sachant que je ne parlais pas le français. Donc, il y a eu tout ça qui fait que, comme je vous ai dit, je me sentais un petit peu à l'écart. Elle avait déjà sa fille, j'avais l'impression, peut-être que c'était qu'elle manquait de tact parfois, ou qu'elle avait peur elle ne savait pas trop comment me parler, parce que je suis aussi une nouvelle responsabilité qui vient s'ajouter à sa charge. Et je sentais, on va dire, cette petite réticence. Et moi, enfant, je prenais ça pour, qu'elle ne voulait pas me parler, que du coup, j'étais l'enfant de mon père et que... Comme une sorte de rejet. Voilà, exactement. Alors que pas du tout. Il y a eu, au moment où ils ont remarqué, on va dire, ce renfermement sur moi-même,
Je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont fait comprendre que pas du tout. C'est vrai que c'est pas facile non plus pour eux. Et par de là, ça s'est bien passé. On a beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup on va dire, d'erreurs aussi. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de communication aussi de notre part. De la part de mon père, d'elle-même, de ma petite sœur, de mes petites sœurs et de moi-même. Et par la suite, on a vraiment grandi comme une belle famille. Comme une belle famille. Et j'avais pas l'impression non plus d'être une famille recomposée. Après, même quand on sortait dans la rue, on pensait, mes deux petites sœurs et moi, on pensait que du coup, ils pensaient que du coup, qu'on était ses enfants, alors que pas du tout. Donc, elle a su construire un lien tout de même si ça a pris un temps, elle a réussi à faire cette transition. On se tourne vers vous, on a envie de vous poser la question de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire l'autre face de la pièce, vous en tant que beau-père. Est-ce que vous avez réussi facilement, peut-être plus vite, à construire ce lien? Facilement, parce qu'au départ, comme je disais dans une précédente émission, se marier, c'était un engagement. Vous connaissez quelqu'un, vous savez qu'elle a des enfants, vous savez qu'il y a une certaine responsabilité. Comme la dame m'a dit, Madame Populo a dit tout à l'heure, et c'est une réalité, chacun doit trouver sa place. Et ça permet de trouver son équilibre. Donc, à partir du moment où on sait que, et c'est peut-être aussi pour tordre le cou à ce petit dicton qui dit souvent chez nous, que des pieds en forme ni riches ou des pieds en homme ni riches, c'est réglé, c'est pas la peine. Non, je pense que justement, à partir du moment où on permet à la personne de trouver à l'enfant de trouver sa place, l'enfant ne prend pas la place de la mère ne prend pas la place du mari, etc. Je crois que ça fait un tout et on arrive à trouver cet équilibre. Alors, parlons concrètement. Comment est-ce que ce lien-là se construit? Parce qu'il y a quand même des difficultés dans certains ménages, dans certaines familles recomposées. Comme vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre parler se marier avec des femmes qui ont déjà des enfants. Et comment vous avez réussi? Quel est votre secret, votre botte secret? C'est quoi concrètement? On va peut-être dire l'amour. Hein. Oui. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on se marie avec elle, on se marie d'abord avec son passé. On l'accepte telle qu'elle est. Et on s'accommode à une vie où on tient compte de tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir avancer dans cette vie. Et bon, je ne sais pas comment... Le lien affectif s'est fait... Mais bien sûr, ça se... Et ils étaient jeunes, les enfants, c'est important ça aussi, à quel âge? Oui, il y a la plus petite qui avait 3 ans, l'autre avait 12 ans. Donc. Mais à partir du moment où les enfants ont trouvé tout de suite leur place, les choses se sont... imbriqué sans problème. Alors, Madame Populo, ça a l'air facile quand on écoute monsieur. Je pense que c'est propre peut-être à sa personne, mais on le sait que les familles recomposées ont un taux malheureusement de divorce et de séparation plus important. D'où, d'après vous, cela vient? Toutes ces difficultés-là de créer du lien où le beau-parent trouve sa place véritablement et l'enfant aussi. Ces difficultés-là, elles viennent d'où? Elles viennent de notre passé, effectivement, comme il l'a dit. Quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi son passé. Mais le problème, c'est que si son propre passé à soi-même n'est pas résolu, on va rajouter au passé non résolu de l'autre. Et comment est-ce que tu veux que dans ce truc-là, qu'il y ait quoi que ce soit qui fonctionne? En fait, non, c'est pas possible. Donc déjà, la famille recomposée, la clé de la réussite de la famille recomposée, ce sont les individus à part entière. Avant de prendre les individus dans le groupe de la famille, c'est chacun des individus qui doit être pris à part, qu'il doit effectivement examiner si, quoi, comment et qu'est-ce qu'il veut que ce soit et quelle place il veut avoir là-dedans. Et ensuite, discuter avec son partenaire, voilà, son partenaire, celui qu'il ou elle a choisi, pour communiquer sa vision. Chacun des partenaires donc fait ce travail-là, communique sa vision. Et puis ensuite, dans l'organisation, comment on va faire? Parce que les enfants ont chacun leur type de personnalité. Et puis, il y a un truc dont on ne parle pas, c'est la loyauté à l'autre parent. Pas encore. Voilà. Mais vous l'avez mis sur la table, alors allez-y. La loyauté à l'autre parent, en fait, il y a aussi un conflit émotionnel, un conflit de loyauté qui prend en fait, qui prend forme à l'intérieur de l'enfant, qui se sent bien au sein de cette famille. Mais se sentir bien, est-ce que ce n'est pas trahir tout ce que mon père ou ma mère avant a fait de moi? Et comment est-ce que je trouve moi-même mon équilibre en tant qu'enfant des deux, mais enfant dans les deux entités avec ça? Et ça, c'est aussi au tiers éducatif encadrant
de prendre la mesure de la profondeur de ce conflit de loyauté et d'en parler, de libérer la parole et de remettre l'autre, de justifier et de donner sa légitimité à cette émotion qui apparaît chez l'enfant. Et en fonction de l'âge de l'enfant, ça apparaît à différents stades. Si l'enfant est grand, ça pourra se manifester en parole. S'il est ado, effectivement, il va s'enfermer dans sa chambre, il va passer sa vie avec sa mère. Enfin bon, voilà, on connaît les trucs. S'il est petit, ça peut se traduire par du rejet, par des cris, par des crises de nerfs. Voilà. Mais il faut aussi être conscient de tout ça, de tout ce qu'il y a à conquérir. Et si on ne s'est pas conquis soi-même, il n'y a rien à conquérir, là, ça. Tout va prendre feu. Alors, oui. Je voulais juste rebondir pour dire, rejoindre un petit peu ce que disait Mme Populo. Dans une relation, avant de former un couple avec des enfants, une famille reconstituée, nous sommes chacun des individus à part. Et si on rentre dans une relation et qu'on n'est pas guéri de la précédente relation, tout sera bousillé, on ne pourra rien construire. Donc il faut que chaque personne, que ce soit la femme ou l'homme, soit complètement guéri de leur passé, que leur passé ne soit pas leur présent pour qu'ils ne traînent pas des casseroles après eux. Et ça vous permet de construire ensemble quelque chose en tenant compte des enfants. Pour que les enfants trouvent leur place. C'est ça. Moi, je parlais effectivement, je rejoins Mme Populo. Effectivement, il faut dire qu'avant de mettre les enfants en présence, les enfants ne se connaissent pas, il faut déjà qu'il y ait une certaine harmonie. D'où amour entre les deux adultes. Se comprendre, pouvoir discuter bien avant et se projeter. Se projeter en fonction des enfants, parce que les enfants sont toujours là, ils seront toujours là. Des deux enfants, est-ce que ces enfants-là sont compatibles? Est-ce qu'ils peuvent se comprendre? Sinon, que faire? Que faire pour les faire se rencontrer? Et ensuite, quel est le projet de vie? Quel projet de vie? Comment les harmoniser? Et puis il y a l'âge également. En général, ce sont des enfants qui sont très jeunes. D'un côté, c'est pas trop difficile. Parce que les enfants aiment le changement. Ils aiment ce qui est nouveau, ce qui change de l'ordinaire. Mais comment faire pour arriver à rassembler tout ça? Et je dis en quelque sorte, c'est l'amour des parents déjà, des adultes, avant même la confrontation des enfants. Alors, Wilmina, dites-moi, par rapport à ce que vient de dire M. Severina à l'instant, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez commencé, vous avez vu la différence, où vous avez commencé à accepter, à être accepté, où vous pouviez considérer cette personne comme votre deuxième maman? Ce n'était pas une maman de substitution, j'imagine, mais comme une deuxième maman. C'est lors de notre, on va dire, si je peux donner un exemple, c'est lors de notre organisation pour aller à l'école. C'est vrai qu'au tout début, c'est mon père, on va dire, qui venait nous réveiller et il nous accompagnait, il nous faisait réviser et après, du coup, on allait sur le chemin, il nous accompagnait. Sauf que, dû par son travail, il ne pouvait plus nous accompagner. Et en fait, c'est ma belle-mère qui a dû prendre le relais. Niveau coiffure, ça se ressentait que c'était on va dire que c'est une femme qui avait recommencé, qui commençait à me coiffer. Sur le chemin de l'école, on discutait comment va se passer ta journée, qu'est-ce que tu vas apprendre, enfin qu'est-ce que du coup, je pense que je vais apprendre, étant donné, comme je vous ai dit, je ne parlais pas très bien le français. C'était un nouveau pays, donc l'école en Haïti et la Martinique n'est pas du tout la même. Et c'est elle qui venait aussi me chercher à l'école. À 16h pile, elle était, je sais pas comment vous expliquer. Quand je sortais de l'école, la voix, en fait, je la voyais, je me disais, en tant qu'enfant, j'étais émue. Oui, j'avoue, c'était pas ma mère, mais surtout qu'on entend des enfants, elle va t'oublier, elle va pas venir te chercher. La voix, c'était vraiment rassurant. Et après, sur le chemin de l'école aussi, on discutait. Elle prenait mon sac à dos, on rentrait, on parlait. Et on me demandait comment s'était passée ma journée. Et c'est dans ces petits gestes, dans ces petits moments de la vie, avant et après l'école, que petit à petit, je ne l'ai jamais appelée maman, mais je savais qu'elle tenait le rôle de belle-mère. Je n'ai jamais aimé non plus le nom de belle-mère. Je savais qu'elle était la femme. Tu l'appelais maman? Non, je ne l'appelais pas maman. Parce que c'est un blocage pour moi. Je n'ai jamais réussi à l'appeler maman, mais je n'aimais pas non plus le mot de belle-mère. Je trouve que ça faisait sortir. Vous l'appeliez par son prénom? Je l'appelais Tati.
Tati? Oui. D'accord. Je n'ai jamais réussi, ni belle-mère, ni mère. Je savais qu'elle n'était pas ma mère. Petite, c'était très compliqué. Parce qu'une fois, on m'a posé la question pourquoi je ne l'ai pas appelée maman. Et je l'avais très mal pris. Au contraire, j'ai même pleuré. Parce que je me disais, mais pourquoi elle me demande pourquoi cette personne me demande pourquoi je ne l'appelle pas maman? Parce que ma mère, elle est en Haïti, elle n'est pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant un moment, je crois qu'elle avait recommencé ou que je pensais qu'elle complotait en mode pour que je puisse l'appeler maman ou pour que je puisse oublier ma mère et qu'elle prenne ma mère. Et comment votre maman en Haïti, justement, comment est-ce qu'elle vivait le fait que vous étiez avec une autre maman dans un nouveau foyer? Alors, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas eu de transition. Mais entre mon père et ma mère, je ne sais pas non plus s'il y a eu cette transition où mon père lui a expliqué. C'est vrai que mon père, c'est quelqu'un qui est très, très renfermé sur sa vie. Pour lui, tant que sa vie ne concerne personne. Je pense que c'est moi qui ai dit à ma mère, cette gaffe, que du coup, mon père, du coup, avait une nouvelle compagne. Je crois que sa première question, c'était comment je me sentais par rapport à ça, parce que 7 ans, on est encore jeune, on est... Bien sûr. Exactement. Et elle me demandait comment ça se passait, que même si elle est en Haïti et tout, que si jamais il y a quelque chose, de ne pas avoir peur de lui en parler et de ne pas en avoir peur et que du coup, elle restera toujours ma mère, peu importe le nombre, peu importe le nombre de kilomètres qui nous séparent. Madame Populo, ce mot belle-mère, il fait peur parce que nous avons toutes grandi avec les dessins animés de Disney où les belles-mères sont vues, la belle-mère de Cendrillon, la belle-mère de ceci, etc. Blanche-Neige, comme les méchantes qui veulent prendre la place, comme vient de dire Wilmina à côté de vous. C'est difficile à gérer ce mot belle-mère, ce titre beau-père, belle-mère. Déjà, ils sont pas beaux, ils sont moches à la base quand on les connaît pas. Vous parlez du dessin animé? Oui, mais le titre beau ou belle, voilà, c'est-à-dire que quel sens est-ce que ça prend véritablement? Et c'est pour ça que moi, j'aime parler de tiers éducatif. Avant, l'éducation d'un enfant, dans d'autres cultures, d'autres sociétés, ne résidait pas uniquement au sein d'un foyer nucléaire. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres tiers éducatifs, les tatis, les papis, les grandes tantes, les cousins, les cousines, les grands cousins, les petites cousines, etc. C'était un village pour élever l'enfant. Mais c'est vrai que c'est la société française qui a établi en fait cette forme de hiérarchisation et de place, etc. Voilà. Et belle, en anglais, c'est step. Stepmother, stepfather. Step, ça veut dire que c'est c'est un pas. Donc, et c'est un pas pour aller vers l'autre. Mais ce qui est intéressant dans ce que Wilmina a dit, c'est on n'a qu'une seule maman, on n'a qu'un seul papa. Et un enfant a très tôt une conscience de ce qu'est maman et de ce qu'est papa. Donc, même si elle accepte un amour qui est unique pour sa tati, sa maman reste sa maman. Et il y a des enfants adoptés, par exemple, que je connais, qui me disent, qui font la différence, même dans leur façon de dire maman, entre leur maman qui les a adoptés et leur maman biologique, qui font la différence. Je connais une famille où il y a une maman biologique qui est intégrée par la maman adoptive dans la vie de ses enfants. Et ces enfants les appellent maman, ma maman adoptive, ma maman. Donc il y a même une différence de prononciation. Ouais. Mais ce qui compte, c'est que pour l'enfant, les deux n'ont pas la même fonction et tiennent une place différente dans leur cœur. Donc, elles ne sont pas à confondre. Donc, dire à un enfant d'appeler sa belle-mère ou son beau-père maman ou papa, ça dépend de sa propre perception de l'image paternelle, si elle est favorable, ou de l'image maternelle, si elle est favorable. Et par exemple, j'ai oublié Philibert. Philibert a dit que ses beaux enfants, et encore beaux enfants, voilà, ses enfants, voilà, ils sont beaux, l'appellent papa. Et ça dépend aussi de l'image qu'ils ont de la figure paternelle de leur père biologique. Ça aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, un processus émotionnel qui n'est pas normé, qu'on peut pas dire c'est ta belle-mère, tu l'appelles belle-maman ou par son prénom, etc. C'est propre à l'enfant et il est important
de laisser s'exprimer dessus. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir très rapidement. Une chose qu'a dit M. Severina qui est importante, c'est la vision, mais l'amour ne fait pas tout, figurez-vous, dans un couple. Hein. C'est la vision et les valeurs qui font tout. Avec l'amour. C'est-à-dire que la vision ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas d'amour et les valeurs ne peuvent pas être aussi se mettre en place s'il n'y a pas d'amour. Il faut que les deux individus dans le couple aient la même vision et partagent les mêmes valeurs pour que le foyer devienne un endroit qui est appréciable, où il fait bon vivre. Alors justement, très bonne transition. Merci, Madame Populo, Avec parce que plaisir. la question Je que voulais j'avais... répondre sur ce qu'elle a Non, dit. avant de répondre, alors, vous répondrez, Monsieur Bristol, mais aussi écoutez la question qui est pour vous quatre aussi. Est-ce que, quelque part, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, est-ce que finalement, le travail en amont qui doit être fait pour ne pas mettre, quand vous disiez que la belle-mère a sa place et que la mère a sa place, le beau-père et le père, est-ce que quelque part le travail en amont ne doit pas être fait par les adultes pour éviter justement qu'il y ait rivalité entre le père et le beau-père ou entre la mère et la belle-mère? Parce que dans le cas de figure ici, les deux, la mère et la belle-mère ne se connaissent pas, mais dans le cas où ils se connaissent, est-ce que vous avez eu ce travail à faire, vous En fait, comme je dis, tout était une question d'engagement. Parce que dans mon cas, par exemple, j'ai pas, on ne dit pas à un enfant de m'appeler papa ou de m'appeler maman. Ça doit être en fonction, c'est comme je disais dans une précédente émission, on ne dit pas à sa femme, fais-moi confiance. Son fonctionnement fait qu'elle vous fera confiance ou pas. Vous comprenez? Donc, le cas de Séverina, Wilmina est un peu différent. Elle est sortie de noyau qui fonctionnait avec sa mère pour entrer dans quelque chose de nouveau. Donc. Mais, par exemple, pour mon cas, j'ai fonctionné de façon à ce que cet enfant sache que je ne suis pas son père biologique, sauf que j'ai un rôle que moi j'ai pris de papa pour que cet enfant se sente en sécurité et soit dans une atmosphère où elle se sente bien. Et ça a donné qu'elle a décidé d'elle-même de m'appeler papa. Voilà. Okay. C'est différent. Donc vous avez mis en place une atmosphère d'amour, etc. Oui, l'enfant, vous voyez, les enfants, contrairement à ce qu'on pense, les enfants voient, ils arrivent à percevoir s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. Et l'atmosphère qu'on dégage fait qu'on met cet enfant en confiance et ça fonctionne. Hein. Monsieur Severina, qu'est-ce qui fait d'après vous qu'un lien se crée, même si ce n'est pas un lien de sang entre membres d'une même famille, recomposée ou pas? On parlait de valeurs, d'amour, etc. Donc en fait, ma question, par rapport à ce que disait Madame Populo tout à l'heure. Comme je disais effectivement, il y a déjà l'amour des deux parents, la rencontre, et ensuite, comment intégrer ces enfants-là, sans faire de différence, sans qu'il y ait de coupure, sans avoir une préférence pour l'un ou l'autre. C'est-à-dire les mettre tous au même niveau, parler le même langage. Ne pas que ces enfants-là sentent, c'est-à-dire en les appréciant, en les approchant, ne pas que les enfants sentent de différence, de façon de regarder, de façon de parler. Et de là, je pense que ce travail fait par les parents permet aux enfants, effectivement, de se comprendre facilement. Alors, parlons de beau-père et de belle-mère. Je sais que, particulièrement je connais le cas des enfants africains, ils ont leur mère, mais la tante ou un parent ou une belle-mère, ils appellent maman plus le nom, le prénom. Alors, leur mère, ils appellent maman tout court. Et dans le cas d'une belle-mère, ils disent maman, mais en ajoutant maman était maman Jeanne, maman. Pour distinguer. Et comme ça, ces enfants-là font la différence. Donc, ces enfants, comme je disais, ne pas chercher à faire de différence, les parler sur le même ton. Concernant les sorties, les jouets, les mettre toujours en équilibre. C'est-à-dire, comme, bon, pour acheter le linge, ne serait-ce que pour aller à l'école,
ben, même chemise, même pantalon, même chaussures, même jouet, même sac, tout acheter, tout laisser tous ces enfants-là au même niveau pour que les enfants ne sentent pas la différence. Et ce n'est que c'est par ces gestes qu'on arrive à faire une famille normale, une famille équilibrée, Il n'y a pas de que des distinction. enfants ne sentent pas de différence, il n'y a pas de distinction. Ça a été votre cas, Widmina? Vous disiez qu'à un moment, au début, c'était difficile, et puis après, vous avez réussi à vous adapter. Vous n'avez pas été finalement tiraillé entre deux mondes. Non. Non, pas du tout. Comme il a dit, l'amour, surtout sachant que du coup, moi, comme vous avez dit, je sortais de noyau où c'était ma mère, moi et du coup ma grande sœur côté maman, et je rentrais dans une famille où ma petite sœur était déjà née, il y avait ma belle-mère, il y avait mon père, je rentrais dans ce nouveau noyau qui n'était pas le mien, dont je n'avais pas grandi, mais comme je vous ai dit, avec de la communication, avec beaucoup de volonté, on va dire, de notre part à tous, de mon père, de ma belle-mère et de moi-même, il n'y a pas eu... je n'ai pas, au fil des années, je ne sentais pas de distinction. Je ne veux pas dire que j'ai oublié ma mère, hein, non, ça c'est sûr, mais je me sentais vraiment à l'aise. Ma petite sœur et moi, on s'entendait très bien, parce que on parle souvent des parents, mais il peut y avoir la rivalité entre frères et sœurs d'une famille recomposée. Non, elle était très contente d'avoir une grande sœur d'ailleurs, et moi j'étais très contente. Bon, j'avoue, pas contente d'avoir une petite sœur, comme je vous ai dit, j'étais la dernière, donc la dernière est souvent plus chouchoutée. Là, j'étais plus de responsabilité, j'étais la grande sœur, mais n'empêche, j'ai beaucoup aimé ce rôle. Super. Alors, dites-moi, selon vous, après cet échange de maintenant bientôt une demi-heure, quel est le rôle le plus fragile dans une famille recomposée? Est-ce que c'est le rôle de l'enfant? Est-ce que c'est le rôle du parent? Celui qui joue à l'équilibriste, qui doit jouer à l'équilibriste dans cette famille recomposée, selon vous? Alors, selon moi, ça dépend de comment la famille recomposée s'est composée, justement. Si, par exemple, c'est un homme qui vient à épouser une femme qui a des enfants, le rôle le plus fragile, c'est celui de l'homme, mais qui doit s'adapter et être homme, en fait, face à cette situation. Et faire en sorte que... en fait, même pas faire en sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fonctionne comme un poisson dans l'eau. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de contraignant. Sinon, à la longue, il se fatigue. Il faut qu'il joue son rôle avec facilité et qu'il accepte son rôle. À ce moment, il devient l'aide de sa femme. Du coup, moi, je me suis Philibert. Là où il dit, ça dépend de comment la famille s'est composée. On va prendre l'exemple, imaginons que c'est une femme qui vient... Dans mon cas, je suis l'enfant de mon père, mais c'est une femme qui, on va dire introduite, mais du coup qui s'est introduite, on va dire ça comme ça. C'est vrai que son rôle sera, je dirais, le plus compliqué, parce que, disons-le, on va dire que la mère, c'est celle qui va mettre les limites, c'est celle... pas d'écran à 20h, c'est pas d'écran à 20h, alors que le papa, on va dire, oh, s'il te plaît, papa. Oui, surtout quand on est une fille. Surtout quand on est une fille, on est souvent la petite princesse de son papa. Alors, justement, et elle va avoir ce rôle aussi, du coup, sans agresser, sans, bien entendu, avec la douceur et la délicatesse qui se doit, de poser des limites aussi, et sans vouloir se faire passer pour la mère, où l'enfant va peut-être se dire, de quoi je me mêle celle-là? Mon père me laisse regarder la télé à 20h, et elle ose dire à mon père, après 20h, il n'y a plus de télé. Donc pour moi, son rôle est le plus compliqué, parce qu'elle doit être l'amie, en même temps, elle doit être la gardienne, ou ça doit être carré. Les limites, elle pose les limites. Et selon moi, l'erreur à ne jamais commettre dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, c'est que devant l'enfant, que ce soit l'enfant qui ne soit pas de toi ou qui soit l'enfant de ton enfant, il ne doit jamais y avoir de désaccord des parents. S'il y a désaccord, l'enfant a toujours tendance à entrer là où c'est plus facile, là où il y a la faiblesse. Mais que ce soit famille recomposée ou pas famille recomposée, quelle que soit la famille. Exactement. Parce que j'allais demander à M. Severina, en fait, les rivalités entre frères et sœurs, dans une famille qui n'est pas recomposée, peut être aussi vivace que dans une famille recomposée. Exactement. Parce que le prérequis de base, c'est que les parents soient cadrants et qu'eux-mêmes ils soient cadrés. Parce que notre façon d'être parents,
est déterminé par la façon dont on a été élevé et la façon dont on a vu des parents remplir leur rôle. Et si le modèle aussi de base est défaillant et qu'on ne s'est pas remis en question par rapport à ça et qu'on n'a pas construit de vision par rapport à quel parent on veut être, quel parent on veut devenir, ben du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Mais justement, Monsieur Severina, vous partagez une histoire commune avec votre épouse et vos enfants, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles recomposées. Est-ce que c'est un petit peu là que vous émettiez des doutes au départ? Donc, étant élevé dans une famille de 11 enfants, 2 garçons et 9 filles. Vous dites que 2 garçons? Eh oui, 2. Donc, il y a toujours cet amour de mes parents. Mon père travaille, ma mère à la maison. Donc, ma mère a eu toute la charge de nous élever, de nous éduquer. Et il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Les parents, pas de différence entre les garçons. Les garçons font ce qu'en font les filles, ainsi de suite. Bon, bien sûr, les plus grands avaient autre charge que les plus petits. Et on a été élevés comme ça. Donc, moi, de mon côté, bon, j'ai eu moins d'enfants, alors j'ai tenu effectivement à garder cette ligne de conduite. Pas de différence entre les garçons et les filles. J'ai quand même 5 filles et 1 garçon. Pas de différence. S'il faut que ce soit ce qui se passe, que ce soit parce que les enfants, entre eux aussi, se chamaillent. Il y a des conflits. Je ne prendrai ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne cherchais pas à savoir qui a tort, qui a raison. Je les mettrai toujours, je les ai toujours mis au même niveau. Et lorsque ces enfants ont compris ça, ben, eux-mêmes se font, ils adoptent une certaine discipline. Quand ils ont un problème, parce qu'ils s'engueulent facilement, quand ils m'entendent, il n'y a plus rien. Tout le monde se calme. Non, papa, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Non, 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 non. Je ne veux pas savoir. Qui a tort, qui a raison, ça n'existe pas chez moi. Qui a tort, qui a raison. Vous devez vous entendre. Parce que sachant que je mettrai, je vais régler les choses comme il se faut. Donc, les enfants ont compris que je ne fais pas de différence entre les vieux parents. Pourtant, j'aime bien mes enfants, je les aime tous. Mais ce sont mes enfants. C'est ça. Je ne donne pas plus d'avantages à l'un plus qu'à l'autre. Alors, Monsieur Severina, est-ce que vous partagez, et on parle de parentalité finalement, on se retrouve à parler de parentalité. En finalité, la question, pour revenir, pour recadrer sur notre sujet du jour, est-ce que vous pensez que pour que ça fonctionne dans une famille recomposée, j'insiste là-dessus, est-ce que le lien de sang est forcément nécessaire? En d'autres termes, la personne qui détient l'autorité peut être aussi le beau-père, en l'occurrence, ou la belle-mère. Pas forcément par le lien de sang. Est-ce que ma question est claire? Oui. Pas ça dépend de la place si c'est pour un homme, ça dépend de la place que la femme lui donne. Est-ce qu'il lui donne cette place d'autorité? S'il n'a pas cette place d'autorité donnée par la femme, ça sera compliqué. Oui, parce qu'on a déjà entendu Pamela Ishmael. Oui, voilà. Et surtout, quand une femme accueille un homme dans son foyer où elle a des enfants, elle a déjà sa propre façon de fonctionner. Donc, c'est aussi accepter, justement, en accueillant l'autre, que cette façon de fonctionner change et qu'elle se mette, et qu'elle ait un coparent. Exactement. Un coparent, voilà, et qu'elle elle ne soit plus la seule à exercer l'autorité, parce que clairement les enfants vont lui dire, mais c'est pas comme ça qu'on fait avec maman, c'est bon en fait. Et du coup, tu perds ta légitimité qui n'est même pas encore gagnée. Et c'est un peu pour ça qu'on dit souvent la femme c'est potomitan. Et j'aime pas trop ce terme, simplement parce qu'elle est potomitan, parce que beaucoup d'hommes ont déserté leur place, n'ont pas pris leur place d'autorité. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'elle disait tout à l'heure, elle parlait de valeurs. Moi, par exemple, mon père, je n'ai pas vécu avec mon père. Ma mère est partie, a laissé mon père. Elle était enceinte de moi de 3 mois. Donc, je n'ai pas vécu avec mon père. Donc, je ne peux pas dire que je prendrais une base sur la vie de couple de mon père et de ma mère. Moi, je me suis formé moi-même et je me suis dit qu'il faut que dans ma vie future, je trouve des valeurs. Et c'est à partir de ça que c'est pour ça que je dis aussi, on n'éduque pas un enfant en lui disant « tu fais ça, tu ne fais pas ça ».
on fonctionne de façon à ce que l'enfant prenne, on soit un modèle pour l'enfant. Oui. Donc, je n'ai pas de souci avec mes enfants parce que j'essaie de tout faire. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne fais pas tout bien. Mais j'essaie au maximum de tenir compte que derrière moi, j'ai des enfants et que ce que je ferai, ce que je dirai, ce qu'on dira sur la route aura un impact sur la vie de mes enfants. Donc, je me tiens À carreau. Alors, généralement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché quand une famille recomposée, ça ne fonctionne pas? Souvent, en préparant cette émission, les causes principales que j'ai pu voir, en tout cas, étaient liées aux enfants, justement. D'après vous, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pour vous? Ça a fonctionné pour vous deux, hein, chacun à son échelle, Widmina et Philibert. Du coup, moi, ils se sont séparés. Ah oui, Donc, d'accord. oui, ils se sont juste... je crois qu'il n'y avait plus d'amour. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait plus d'amour. Tu parles le nouveau couple de ton père? Pardon? Sa nouveau belle-mère. Ta belle-mère? Oui. Ah d'accord, j'ai Du coup, ils se sont séparés. Mais d'après ce que de l'extérieur, la communication n'était plus là. Et c'était comme Georges, ce qu'il a dit, où ma belle-mère est devenue, on va dire, le potomitan du coup de la famille recomposée qu'on avait. Mon père, à un moment, il a un petit peu déserté. Et ce qui plus est, lors de la séparation, on avait eu le choix. Et ma soeur et moi, qui sommes nés en Haïti, on a préféré du coup aller avec notre belle-mère. Donc, Ah oui. oui. On avait eu... Oui, vu la réaction d'Aline, c'est rare. Oui. C'est très grave. On a eu... Vous avez choisi votre belle-mère plutôt que votre père. Oui. Comme je vous ai dit, à un moment, il avait un petit peu déserté où elle est devenue le potomitan. Et ma soeur et moi, on s'est dit, il n'y a pas eu de... C'était même pas qui est plus duo que d'autres, en fait. Elle nous demandait si on avait mangé, on allait à l'école, nos vêtements étaient coiffés, nos vêtements étaient lavés, on était coiffés, alors que mon père, déjà, c'est un homme, lui, tant qu'on se réveille, on va à l'école, pour lui, c'était... Avec une chaussure ou deux chaussures. Voilà. Du coup, on a eu le choix. Elle confirme ce que je viens de dire. Oui, alors vous vouliez que l'homme a réagir, Madame déserté. Populo? Oui. Alors, effectivement, j'ai été surprise. Mais ce phénomène-là s'explique totalement. En l'occurrence, parce que déjà, ce sont des femmes qui voient comment une femme est traitée. Et même si, quel que soit l'amour qu'elles portent à leur père, il y a aussi ce sentiment d'injustice. Et elle a parlé tout à l'heure, elle a dit que son père, très très renfermé, ne communique pas, etc. Alors que la belle-mère, la tati en question, communiquait plus. Et elle se sentait donc, on s'en sent plus comprise et prise en compte et mieux exister avec quelqu'un avec qui on communique. Oui. Voilà. C'est la donc clé du voilà. succès. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le lien de sang ne fait pas tout. Ce qui fait vraiment tout et ce qui construit l'individu, c'est vraiment le lien émotionnel. Exactement. Le lien de sang, ton père peut être Hitler. Hein? Voilà. Surtout pour une Mais femme. voilà. Mais tu n'as pas été élevé par Hitler, tu vas pas devenir Hitler. Même si les gènes auront leur petit truc à dire, hein, quelque part. Mais en fait, c'est-à-dire que l'amour, il est prouvé scientifiquement que l'amour change l'expression génétique. Et c'est ça. C'est-à-dire l'amour apaise, l'amour guérit, l'amour fait beaucoup de choses. Et donc quand on communique avec amour, quand on entre dans l'empathie, quand on prend soin de l'autre, le lien de sang, quand on sait que quand il n'est pas assumé de façon vertueuse, perd sa force par rapport au lien émotionnel qu'on peut avoir tissé avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit que le père juge, mais le papa comprend. Voilà. Alors, en Martinique, on a souvent ce cas de figure également où on entend les femmes qui ont des enfants qui refusent de mettre un beau-père dans la maison, qui refusent parce qu'elles se disent que le monsieur arrivera et qu'il imposera ses lois, etc. etc. Mais ça peut être le facteur de plusieurs choses. Ça peut être aussi le passé de la personne, qu'elle continue à Comme traîner. elle a été traitée. Elle a vu que ça n'a pas réussi entre papa et maman, donc je ne voudrais pas. C'est pour ça que je dis que c'est très important quand on, quel que ce soit un couple recomposé, que ce soit un couple construit sans recomposition, je crois qu'il est important que les parents comprennent que leur manière de fonctionner a un impact sur la vie future des enfants. Que ce soit, même si ce n'est pas ton enfant est biologique, beau-fils ou mais belle-fille, c'est ça. Ce que tu auras semé, tu l'auras récolteras sur tes enfants. Donc je pense que c'est très important de regarder comment on fonctionne pour... C'est ça, on en parle tout de suite, ça fait l'objet de la question.
à peu près de la téléspectatrice qui suit dans notre tribune digitale tout de suite. Alors, la tribune digitale, c'est la question posée donc par un téléspectateur. Je vous lis les quelques phrases. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai 2 enfants mineurs, mais il, donc le nouvel homme, il refuse l'idée même de se marier avec moi pour ne pas créer de confusion chez ses propres enfants. Pourtant, on s'aime. Que lui dire? Si je peux commencer, Ouais. il faudrait peut-être lui dire qu'il faut changer sa manière de voir et de ne pas voir la femme qui a une difficulté à avoir cette femme parce qu'elle a des enfants, parce qu'on ne connaît pas son passé. Ça peut être parce qu'elle avait eu quelqu'un qui n'avait pas pris ses responsabilités, elle s'est retrouvée seule. Donc on ne peut pas la pénaliser tout le reste de sa vie parce qu'il y a un qui a fait des conneries. Donc il faut accepter la personne telle qu'elle est. C'est pour ça que je dis que quand on épouse quelqu'un, il faut épouser son passé. Avec et ses accepter enfants. et l'amener à se construire. Parce que cet amour va grandir. D'ailleurs, quand on se marie, on doit être plus amoureux, plus on va dans le mariage. Donc, construire, évoluer pour que cette femme puisse vous faire confiance et vous donner la place que vous devez avoir. C'est ça. Alors, oui, allez-y. Si j'ai bien compris, cette téléspectatrice dit que son partenaire ne veut pas l'épouser pour que ses propres enfants à lui ne soient pas confus. Voilà. Qu'il n'y ait pas de problème en ayant une belle-mère. D'après les échanges que nous avons eus, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est pas le mariage, les enfants sont déjà confus, hein, parce que déjà, le papa n'est pas avec leur maman. Oui. Hein, déjà, c'est un faux problème. C'est ce que je répondrai à la téléspectatrice, que je lui dis, c'est un faux problème. La confusion est dans la tête du partenaire. Elle n'est pas dans le cœur des enfants. Et très souvent, malheureusement, c'est que les parents qui ne se sont pas assumés, qui n'ont pas réglé leurs petits problèmes, là, et qui n'ont pas pris la peine de regarder à l'intérieur d'eux tout ce que ça engendre et tout ce que ça fait remonter aussi chez eux, prennent les enfants comme une sorte de couverture contre laquelle on ne peut rien. C'est-à-dire que c'est leur bouclier. Donc, soi-disant, les enfants vont souffrir parce que je vais t'épouser, mais en fait, c'est moi qui ai un souci avec le mariage. Soit avec le mariage ou avec les enfants de cette dame. Oui. Voilà, ou lui-même. C'est parce que l'homme n'a pas fait ce qu'il devait faire par rapport à sa précédente relation. Il n'a pas mis ses enfants dans la place qu'ils doivent être pour pouvoir continuer sa vie. Les rassurer aussi. Mais bien sûr. Voilà. Il ne faut pas les mettre de côté. On s'est un peu perdu. Oui. La femme, elle a 2 enfants. Elle rencontre une personne Qui a des enfants. qui a des enfants. Lui aussi. Et cet homme avec ses 2 enfants, elle veut se marier, elle veut construire un foyer, mais c'est l'homme qui refuse le mariage à cause de ses enfants, ses propres enfants. C'est ce qu'il dit. En disant que ça va créer la confusion dans leur tête. Donc, il faut savoir, soit la femme, dans son choix, a choisi un homme qui a 2 enfants, mais cet homme a un travail à faire avec ses propres enfants. Est-ce que cette femme n'a pas dû, pour moi, à mon avis, son choix a mal choisi, a fait un mauvais choix? C'est un mauvais choix. Mais oui, parce que la confusion n'est pas non pas des deux, de l'homme et de la femme, ni des enfants de cette femme, mais ce sont les enfants de cet homme. L'homme ne veut pas se marier à cause de ses enfants qu'il a laissés avec une autre femme. Donc il a laissé. Je ne sais pas. Je ne sais pas où les enfants vivent. Je ne sais pas où les enfants vivent. Mais c'est l'homme qui refuse, le monsieur qui refuse de se marier. Prétextant que ses enfants vont être mal. C'est ça. Mais ils sont déjà mal. Donc, et il ne lui a même pas posé la question. Moi, je voulais d'abord communiquer. En fait, je ne sais pas s'il lui a parlé. Est-ce que ça vous dérange que j'ai quelqu'un, etc. Non, je pense qu'il y a... Il y a anguille sous roche. Parce que tu ne veux pas penser pour l'enfant. C'est un prétexte pour ne pas se marier. Et grosse. Non, je demande à la femme simplement de revoir un peu... de choisir quelqu'un d'autre. Et puis vraiment. Parce qu'elle a le désir de se marier. Elle a 2 enfants déjà. Elle désire se marier. C'est vrai, mais que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, et que ce même type d'argument soit évoqué,
il faut se questionner sur nos critères de choix, de la personne oui. Aussi. qu'on veut qui nous accompagne. Mais oui, parce Voilà. qu'elle, dans son cas, elle a déjà deux enfants. C'est peut-être Elle difficile désire se de marier. Attendez, pas tous en même temps. Continuez, terminez, monsieur Elle a Severina. déjà deux enfants. Elle rencontre quelqu'un. Elle a le désir de fonder un foyer, de se marier. Or, cette personne dit non, je ne veux pas me marier. Parce que j'ai deux enfants, cela risque de créer un conflit. Mais reste avec tes enfants. Voilà une solution je qui sais va pas. peut-être pas plaire. Je ne Alors, sais pas allez-y. aussi catégorique, mais je me dis que normalement, c'était à l'homme de demander à la femme le mariage. En ayant construit et bâti un certain nombre de sécurités, tant au niveau de ses enfants que du niveau des enfants de la dame, pour qu'elle puisse accepter, voir que dans cette situation, dans cette nouvelle vie qu'il propose, c'est-à-dire de se marier, que tout le monde trouve sa place, tout le monde trouve son équilibre. Donc le nécessaire n'est pas fait. La femme n'a rien à se reprocher. Mais c'est Mais ça. c'est Alors, malheureusement, moi, pour tout vous dire, ce que m'a inspiré, pourquoi j'ai choisi cette question, c'est parce que quelque part, il est entendu et accepté par beaucoup de femmes que le fait qu'elles n'aient pas réussi à garder le père de leurs enfants, je dis bien qu'elles n'aient pas réussi à garder le père de leurs enfants, que leur vie est gâchée et que leur vie est terminée et que ce sera difficile de refaire leur vie avec quelqu'un qui acceptera. Donc, elles sont prêtes à prendre le tout venant et le premier qui accepte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. peux répondre à toutes ces femmes ? Oui, bien sûr. Je peux leur dire qu'elles font l'erreur que peut-être j'avais commis dans le passé, de choisir avec leurs yeux. Et quand on choisit avec ses yeux, on peut toujours se tromper. Oui, c'est vrai. Mais laissez Dieu choisir pour eux. Ils auront ce qui convient. Qu'en pensez-vous? En conclusion, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. En conclusion, c'est une question d'estime de soi. C'est vraiment ce que je veux que ma vie soit et le modèle que je voudrais que mes enfants aient. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est sortir de soi-même pour se confronter à ses propres inconforts, son inconfort, mais aussi sortir de son propre inconfort grâce à l'amour qu'on porte à nos enfants. Alors, merci Madame Populo. Je rappelle, vous êtes responsable de Become, B-E-C-O-M-E, qu'on peut vous trouver sur Instagram. Voilà, pour vous contacter et participer à vos ateliers de parentalité. Merci à vous et nous espérons vous revoir sur ce plateau très bientôt. Alors, pour conclure, messieurs et Widmina, à qui on va laisser le dernier mot, mode d'emploi. Si en 2 mots, vous deviez dire en 2 mots, quel est le mode d'emploi d'une famille recomposée? Ben, si je peux dire en 2 mots, quel est le mode d'emploi? Et effectivement, comme je disais, il n'y a pas de mode d'emploi. Il suffit de s'investir dans la relation et de savoir qu'on n'est pas seul et tenir compte de tous les paramètres, de toutes les personnes qui sont là-dedans, les enfants, la femme, etc. Et ça devrait marcher. Moi, je vais être en premier lieu. Amour et communication. Toujours bien communiquer, se comprendre et s'aimer. S'aimer pratiquement. Merci à vous deux, messieurs. L'harmonie. Vous avez été des amours. Merci à vous d'avoir... Non, mais vraiment, parce que c'est rare que des hommes martiniquais acceptent de s'ouvrir comme cela. Merci à vous deux. On va terminer par toi, par vous. On va laisser la parole à Widmina. Le mode d'emploi, ça a fonctionné pour toi, la famille recomposée, en tout cas pendant ce temps. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes comme toi qui n'ont peut-être pas eu la même bénédiction, je dirais, que toi? C'est que ce n'est pas de leur faute. Parce que souvent, on a souvent tendance à qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi elle ne m'accepte pas, ou pourquoi. Ça peut arriver qu'elle vous accepte aussi, mais dans le cas où elle ne vous accepte pas, ce n'est pas de votre faute. Faut aussi laisser la part de responsabilité aux parents, parce qu'ils choisissent une personne et ils vont intégrer dans le noyau, comme vous avez dit. Parfois, ça peut être une mauvaise personne. Et du coup, on a souvent tendance à se mettre la faute dessus, alors que pas du tout. Donc pour moi, les 2 mots que vous avez demandé, c'est vraiment de la communication et beaucoup de communication, si je peux dire, et aussi de la volonté. Parce qu'il peut y avoir de la communication, mais si tu n'as pas la volonté ou le désir de faire en sorte que ça marche, donc ça ne fonctionnera pas. On aura beau parler, et si on ne veut pas mettre en place des actions ou des petits gestes de la vie quotidienne, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour vous et pour Philibert. Merci à vous 4 d'avoir été là. Nous avons passé un excellent moment. Nous espérons que vous avez apprécié. Quant à vous, une bonne soirée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt.